Mon bébé. Merci chauffeur, merci chauffeur. Merci chauffeur, merci chauffeur. Bon allez chauffeur, bon allez chauffeur. Merci chauffeur, merci chauffeur. Bonne année chauffeur, bonne année chauffeur. Donc elle a répété, donc, elle a d'abord commencé par merci chauffeur, merci chauffeur. Elle fait ça oubliant que le chauffeur a perdu son boulot. Oui, le chauffeur est venu leur donner à boire au village. Les gens sont en train de... C'est sur l'axe lourd, dans un endroit vraiment... Et ils sont sortis comme les mouches. Tu vois, les gens montent sur traversent nos camions, d'autres ramassent les casiers, bref, c'est incroyable. Elle passe, les gens sont encore en train de s'embrouiller. Elle a son sac du marché ici, probablement. Elle va au marché. Non, elle est en train d'aller au marché, le sac est vide là, et elle marche. Merci chauffeur, merci chauffeur. Bonne année chauffeur, bonne année chauffeur. Elle boit sa bière. Parce que le chauffeur l'a déjà saoulé. Tu peux voir le chauffeur? Un gars qui a fait l'accident. Qui a fait l'accident? Le camion s'est renversé. Camion de bière. C'est Voilà. quoi, tu allais chanter comment? Je dis merci chauffeur pour la bière. La même chanson. Merci chauffeur, Il n'y a merci pas mort chauffeur. d'homme, s'il n'y a pas de blessé. Il n'y avait pas mort d'homme. Donc c'était un accident propre pour venir donner la bière. Dieu a sa façon de donner la bière. Hein. Voilà. Bonne année chauffeur. Bonne année chauffeur. On va parler d'autre chose. On va dire bonne année à Larry Stéphane. Moi je lui dis bonne année parce que je ne l'ai pas vu depuis le début de l'année en tout cas. C'est vrai qu'on s'est dit bonne année au téléphone. Bonne année. Bonne année Solange. Bonne année à tous ceux qui nous regardent. Bonne année Larry. Bonne année Larry. Bonjour Calvin. Bonjour. Quand même, on ne me fait pas en sorte que ça vienne. Parce que le jour où j'ai vu la vidéo là, j'ai éclaté comme si j'étais avec 10 personnes. J'étais même prête à me rouler au sol parce que je n'arrivais, c'était insolite. Comment est-ce que c'est possible qu'une femme, parce qu'elle est en train de boire sa bière, commence à chanter pour le chauffeur? Merci chauffeur, merci chauffeur. Parfois, elle peut même pas se rendre compte. Et elle fait une petite touche de danse comme ça. Quand même, on doit envoyer la vidéo là. Bonne année, chauffeur. Je vais envoyer la vidéo pour que les téléspectateurs eux-mêmes comprennent pourquoi est-ce qu'on s'arrête là-dessus. Ah, on va parler d'ulcère aujourd'hui. Ouais. Justement, aujourd'hui, nous parlons de l'ulcère gastro-duodénal. Oui, parce que l'ulcère que beaucoup de gens connaissent plus, c'est l'ulcère de l'estomac. Qu'on appelle j'ai l'estomac, j'ai mon estomac, j'ai l'estomac, bref. Justement, sauf que justement quand on parle de l'estomac, il y a le mal d'estomac qui n'a rien à y voir avec l'ulcère, pratiquement. Et quand on parle de justement gastro-duodénal, il s'agit bien évidemment d'un ulcère digestif. Alors, il s'agit beaucoup plus d'une plaie, hein. Appelons ça plaie, lésion, généralement sur la paroi interne, bien évidemment de l'estomac. On pourrait également le trouver au niveau de l'œsophage et l'intestin. Voilà pourquoi on parle de l'ulcère gastro-duodénal, bien évidemment. Donc c'est une plaie profonde, une blessure encore, on peut encore appeler une blessure. Voilà. Donc c'est encore ça qu'on appelle l'ulcère digestif, l'ulcère gastrique. Gastrique, bien évidemment. C'est vrai que dans l'ulcère duodénal, gastro-duodénal, nous avons deux types d'ulcères. Il y a l'ulcère gastro, qui n'a rien à y voir avec l'ulcère gastrique elle-même. Parce que parmi les deux, il faut dire que quand vous êtes sujet à l'ulcère gastrique, c'est encore très grave. Parce que là, la plaie est au niveau de la paroi interne de l'estomac. Là, c'est plus dangereux. Et qu'est-ce qui cause réellement cet ulcère digestif? Il faut dire déjà que nous avons besoin, pour une bonne digestion, nous avons besoin de ce qu'on appelle le suc gastrique. Suc gastrique. Suc gastrique. Ne l'oublions pas, il y a plusieurs organes également qui sécrètent des enzymes, notamment comme le pancréas, et tout ça qui contribue justement à une bonne digestion. Alors, il se trouve donc que quand nous avons trop sécrété, ça veut dire qu'il y a une sous-production de cette suc gastrique. Là, ça commence à causer des problèmes. Et tout à l'heure, nous allons justement énumérer les facteurs qui peuvent donc causer cette sécrétion accrue du suc gastrique. Alors, maintenant, en ce qui concerne l'une des causes principales même de l'ulcère, on appelle ça l'hélicobactère. Il s'agit bien évidemment d'une bactérie
que beaucoup plus ont grandi avec. Hein. À l'âge adolescent, il y a beaucoup qui le possèdent, mais sans toutefois s'en rendre compte. Une batterie. Batterie, appelée H. pylori. On appelle ça hélicobacter ou H. pylori. Alors, sauf la particularité avec d'autres bactéries qu'on trouve dans le tube digestif, c'est que d'autres bactéries n'arrivent pas à résister à la sécrétion, à ce suc gastrique-là. Mais par contre, l'H. pylori, lui, il résiste à ça et il va jusqu'à produire une autre enzyme qui permet justement de contrecarrer l'acidité qu'on trouve dans l'estomac. Waouh. D'où cette bactérie-là, je dirais même que elle est plus répandue parmi les infections digestives. Je veux dire à travers le monde, pas seulement. Ce n'est pas une pathologie africaine. Tout le monde est sujet de ça, que ce soit même en Europe. Il est combatté, appelé encore H. pylori. Donc c'est ça la cause principale même de l'ulcère. H. pylori. H. pylori, cette bactérie-là, ça va jusqu'à, quand vous entendez parler de la perforation intestinale, ça va jusqu'à perforer, faire des trous là, voilà, au niveau de... Et vous dites que chacun a ça en lui, ça se développe seulement. Chacun possède déjà ça en lui. Le H. pylori. Mais voilà, il se trouve donc, quand je dis, si vous sécrétez davantage le suc gastrique, ça fait problème. Ça fait problème. Parce que là, il y a ces facteurs-là qui vont pouvoir favoriser cette bactérie-là à une prolifération, à une multiplication, d'où ça fait problème en ce moment. Et comment quelqu'un peut éviter de sécréter le suc gastrique davantage? Oui, mais il y a les facteurs aggravants, l'alcool, le stress, la malbouffe. Donc ce sont ces facteurs, le tabac, qui favorisent une sécrétion accrue du suc gastrique. Si vous consommez trop d'épices, trop de gras, ça favorise. Ça favorise. Oui. Donc voilà les facteurs en principe. Mais il faut dire qu'en ce qui concerne cette bactérie, parce que les gens vont se poser la question comment est-ce que ça se transmet. Et il s'agit d'interhumains, c'est-à-dire à partir des salives, à partir des selles. Voilà pourquoi on parle d'une hygiène de vie, hein, une bonne hygiène. C'est-à-dire après les selles, après avoir déféqué, il faut se laver les mains. Ça c'est important. Parce que si vous ne lavez pas les mains, on le trouve dans les selles. Une fois que vous l'avez déjà, à travers les baisers entre vous et votre conjoint ou bien votre partenaire, vous allez pouvoir le transmettre, ce qu'on appelle l'H. pylori. Même au bébé. À ces gens-là, à chaque fois qu'ils portent des bébés, ils doivent faire des bisous là, et tout là. À travers la salive, vous pouvez transmettre H. pylori à un enfant ou à votre partenaire. Donc voilà ce qu'il faut connaître. Et comment savoir qu'on a l'ulcère gastro-duodénal? Quels sont les symptômes? Les symptômes, c'est les douleurs. On a les douleurs au niveau du creux là, non loin du sténum là, c'est-à-dire au milieu, qui peut aller jusqu'à, on le ressent là au niveau du dos. Certains parfois peuvent dire qu'il a senti comme un coup de poignard là. Hein, c'est-à-dire ça se prononce généralement comme des crampes, des spasmes, hein, une douleur accrue. Mais il faut dire que parfois elle est accompagnée généralement après le repas. 3 à 4 heures après le repas, vous pouvez ressentir cela. Ou encore dans la nuit. Beaucoup plus dans la nuit, vous pouvez ressentir justement ces problèmes gastriques. Waouh. Donc c'est beaucoup plus les douleurs. C'est beaucoup plus les douleurs. Maintenant, quand on va dans les complications, tout ça là, vous allez voir quelqu'un qui pourra facilement vomir du sang ou encore faire les selles avec du sang noir dans les selles. La présence du sang dans les selles. Ça aussi, c'est un problème d'ulcère, bien évidemment. La présence du sang dans les selles, c'est un problème d'ulcère. Du cerf. Sang noir. Sang noir, bien sûr. Il faut faire très attention. Parce qu'il y a ceux qui ont déjà des problèmes d'ulcère sans le savoir. À chaque fois qu'ils mangent le piment, ils ont un problème, ils vont à la douche et ils ont des difficultés à pouvoir déféquer pour venir, ça ne vient pas. Et quand même bien même force, parce qu'il ne faudra pas confondre avec l'hémorroïde. Ça, il faut attirer l'attention. Il ne faudra pas confondre. Contrairement à l'hémorroïde, on ne fait pas du sang noir. Ce n'est pas du sang noir, c'est un sang vif en ce qui concerne l'hémorroïde. Oui, parce que là, c'est une rupture. Mais en ce qui concerne l'ulcère, c'est du sang noir. Voilà. Et quels sont les facteurs aggravants de l'ulcère digestif? Je l'ai parlé déjà, carrément. J'ai parlé du stress. À chaque fois qu'on est stressé, il faut savoir que vous sécrétez davantage. L'adrénaline, les cortisol. Il y a beaucoup des hormones qu'on sécrète quand on est stressé, hyper stressé. Hein? Le rythme cardiaque augmente, le taux du sucre augmente dans le corps. Voilà pourquoi on appelle le stress la toute première pathologie. Ça, c'est très dangereux. Voilà pourquoi on demande de contrôler. Mais maintenant, en dépit de ça, il y a l'alcool. Le fait de trop boire, le fait de fumer, le fait de manger trop les épices. Quand je parle des épices, on ne va pas manger le poivre noir uniquement et avoir
un problème. Il s'agit beaucoup plus de cet ensemble d'épices qu'on met dans les plats, poivre noir, poivre blanc, ginseng, clou de girofle, c'est-à-dire ce jumelage-là qui va aller et ça va irriter. Vous savez que le ginseng à lui-même déjà, ça chauffe. Alors quand vous associez trop de ginseng et vous mettez encore trop du piment, ça c'est très dangereux. Ça peut vous irriter justement la paroi interne de l'abdomen. Voilà. Et ça, les complications, est-ce que ça peut... Oui, les complications c'est l'hémorragie. Ou encore ce qu'on appelle une péritonite. Une péritonite c'est quoi? C'est l'inflammation de la membrane interne de l'abdomen. Et là, forcément, vous devrez aller au bloc. Parce qu'il faut dire que l'une des complications, quand on a atteint ce qu'on appelle une péritonite, on vous opère. Vous devez passer à l'opération, forcément. Wow. Oui. Parce que là, vous avez une douleur atroce au point où vous ne pouvez plus vous tenir debout. C'est-à-dire, vous arrêtez votre ventre là, vous êtes courbé entre... c'est-à-dire, c'est à peine que vous pouvez vous relever, vous mettre debout. Mais voilà, c'est vrai que quand on fait une crise, pendant qu'on fait une crise d'ulcère, oui. Quelle est l'attitude à adopter quand on est en pleine crise d'ulcère? Parce que je sais que beaucoup en souffrent énormément. Justement. Parce que déjà, avant ça, il faut nous donner la différence entre le mal d'estomac et l'ulcère d'estomac. Ok, justement. Parce qu'on confond. On confond. Le mal d'estomac, c'est quoi? Il s'agit de l'inflammation, tout simplement. Il n'y a pas encore une plaie. Quand on parle de l'ulcère, ici, il y a lésion, il y a plaie. Il y a une brûlure. C'est-à-dire, à l'échographie, quand on fait une fibroscopie, justement, ça se décèle, ça se voit. La blessure, le gastro va vous dire que voilà, madame, vous avez une blessure à tel niveau. Parce que ça peut se situer au niveau de l'œsophage, comme j'ai dit. Vous savez, quand vous avez des problèmes de brûlure, ça monte au niveau de l'œsophage. L'œsophage, c'est ce tuyau-là qui relie la bouche à l'estomac. Voilà. Donc là également, ça peut irriter et faire des lésions à ce niveau-là. Ça peut également irriter au niveau duodénal, c'est-à-dire entre l'estomac et l'intestin. Hein? Il y a l'intestin grêle qui est le petit et l'intestin gros, le gros intestin qui est ce qu'on appelle le côlon. Là également, la lésion peut se situer là ou encore peut se situer à l'intérieur même de l'abdomen, c'est-à-dire cette paroi-là. Ça fait une blessure. Ça, c'est ça la différence. Et l'une des complications, justement, vous pouvez commencer par un mal d'estomac pour aboutir à ce qu'on appelle une ulcère. Si rien n'est fait, ça veut dire, a priori, quand vous avez déjà une inflammation, si vous continuez à ne pas respecter, en principe, les facteurs aggravants, à ne pas l'éviter, forcément, ça va vous irriter la paroi et ça va créer une rupture, une lésion. Et là, forcément, vous entrez dans ce qu'on appelle l'ulcère. Alors, maintenant, alors, quand on fait une crise d'estomac, quelle est l'attitude à adopter? Et quand on fait une crise d'ulcère, c'est quoi l'attitude à adopter? Voilà. Déjà, quand on fait une crise, bien évidemment, il faut comprendre que... Crise d'estomac d'abord. Oui, je commence par là. C'est une inflammation. Je l'ai toujours dit, je crois que nous avons déjà parlé de l'estomac, du mal d'estomac ici sur ce plateau, où j'ai dit, quand il s'agit d'une inflammation, l'attitude à adopter, c'est de réduire davantage l'inflammation. Et pour cela, il faudra savoir quoi prendre. Éviter au maximum tout ce qui peut irriter davantage, tout ce qui peut créer davantage des inflammations. Notamment les aliments acides, gras, épicés. Ça crée davantage l'inflammation. En ce moment-là, il faut commencer à boire l'eau. Il faut refroidir l'inflammation. Et refroidir l'inflammation, c'est boire de l'eau, prendre des aliments alcalins. Ça veut dire des fruits. Vous connaissez l'un des fruits phares, c'est comme les pommes. Les pommes qui sont très bien, les pommes de France, notamment les pommes de terre. C'est vrai qu'il y a les pommes de terre également. Il y a dans l'astuce, ce qu'on appelle les secrets de grand-mère, parfois il est conseillé de manger les pommes de terre crues. Mais sauf que, ce que je voudrais rappeler à ceux qui nous écoutent ce matin, à ceux qui nous regardent, c'est que évitez de prendre les pommes qui poussent déjà. Parce que les pommes de terre qui poussent déjà sont très toxiques. C'est très dangereux. Qui poussent déjà, hein? Oui, vous allez voir. Vous avez gardé soit dans un magasin et vous allez remarquer justement que ça commence à germer. Hein? Ça veut déjà pousser là. Les semences. Oui, les semences, voilà. Faites très attention. Là-bas, ça ne se consomme pas cru. Si oui, vous pouvez le préparer. Mais pour ceux qui, généralement, calment leur problème d'estomac avec les pommes de terre, vous devez prendre les pommes en vous assurant que ces pommes-là ne vont pas commencer à pousser. Maintenant, comme je disais, prendre beaucoup plus de fruits, papaye, éviter les agrumes. Les agrumes, ça veut dire que les citrons, les pamplemousses,
Il faudrait éviter ces agrumes-là, oui, parce que là également, ça peut favoriser davantage l'irritation. Voilà l'attitude à adopter. Maintenant, je ne voudrais pas parler des médicaments parce que nous avons des pansements acides qu'on prescrit généralement à l'hôpital pour pouvoir nous soulager et tout et tout. Mais il faut dire que c'est un mode de vie. Il s'agit beaucoup plus d'une hygiène de vie qu'il faut comprendre. Ça, c'est important. Et éviter les aliments solides parce que quand vous avez des crises et que vous vous permettez de manger encore un macabo ou un plantain dur, vous allez, c'est comme si vous étouffez. Une plaie. Une plaie. Quand ça va descendre là déjà que nous... Mais là, c'est pas encore l'ulcère. Non, c'est pas encore l'ulcère, c'est l'inflammation. Et là, enflé, c'est-à-dire c'est comme une chambre ça fait mal. Bombée. Ça fait mal. Comme on va dire, un abcès. Un abcès, voilà. Et quand vous mangez sans bien mastiquer l'aliment, quand ça descend, vous voyez, il y a des gens qui ne mastiquent pas bien, quand ça descend là, ça tape dessus comme un ballon. Dessus, là, comme un ballon là, et vous sentez mal. Et vous sentez mal. Donc voilà comment ça se présente. Maintenant, quand c'est l'ulcère, c'est plus dangereux encore. Parce que là, il faut faire très attention. Parce que dites-vous bien que si vous avez l'ulcère et que vous buvez la bière, que vous fumez, que vous prenez les anti-inflammatoires, ça vous le savez, parce que tous ceux qui ont des problèmes gastriques, ulcéreux, à chaque fois qu'ils prennent des anti-inflammatoires non stéroïdiens, ça c'est grave. C'est comme si on les avait, excusez-moi de dire, comme s'ils avaient pris un poison. Donc il faudra connaître quel type d'anti-inflammatoires prescrits notamment à ces gens-là. Parce que parmi les facteurs justement aggravants, nous avons aussi les médicaments. Et ça notamment, je voudrais interpeller ces femmes qui prennent beaucoup d'aspirine. Il y a des gens qui boivent beaucoup, c'est d'aspirine, ça c'est les aspirines, qui prennent beaucoup d'aspirine. Ça c'est très dangereux parce que ça provoque, non seulement ça favorise l'écoulement, une hémorragie, et là également, c'est-à-dire c'est comme si ça ouvre encore la plaie. Donc voilà des choses qu'il faudra éviter au maximum. Même dans beaucoup de comprimés, on écrit si vous avez des problèmes d'ulcère, vous ne prenez pas. Oui. C'est contre-indiqué. Je voudrais même dire déjà que d'emblée, tous les médicaments sont acides. Ça, il faut le savoir déjà. Parce qu'au maximum, quand vous avez un problème ulcéreux, on évite au maximum de vous prescrire des médicaments. Acides. Non, je dis des médicaments en elles-mêmes. On va vous prescrire plutôt des médicaments qui vont jouer l'effet tampon, qui vont pouvoir non seulement dans un premier temps corriger, diminuer le taux d'acidité dans votre abdomen, dans votre organisme. De deux, il faudra combattre ce fameux hélicobactère, H. pylori, qui est cette bactérie et qui ne se soigne qu'à l'hôpital. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand ils ont cette bactérie-là, ils peuvent boire des écorces et le soigner. Non. L'hélicobactère se soigne uniquement par des antibiotiques. Uniquement. Et ça, je voudrais dire qu'il y a un traitement universel. Que vous soyez blanc, noir, quand vous avez les hélicobactères, c'est des antibiotiques. Donc il n'existe pas d'antibiotiques naturels par rapport à tout ça? Par rapport à l'hélicobactère, non. Pas encore. Par contre, nous savons qu'on peut d'une manière naturelle combattre, diminuer le taux d'acidité ou bien encore prévenir le taux d'acidité dans l'abdomen. Mais quand vous avez cette bactérie-là, vous devez vous rendre à l'hôpital. Ça, c'est clair. En quoi consiste... Et donc, à l'ulcère, là, alors, on va éviter tout ce qui est aliment. L'ulcère, c'est déjà la plaie. C'est la plaie. L'inflammation, là, a éclaté. Voilà, ça devient une plaie. Ça devient une blessure. Une blessure. Et maintenant, pour la guérir, ça va se passer comment? Oui, il y a des pansements. Ça, à l'hôpital, on arrête quand même parce que, a priori, il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas guérir d'une ulcère. Ça se soigne. Ça aussi, il faudra connaître la localisation. Comme j'ai dit tantôt, ça peut être au niveau. Nous, les fibros qu'on fait souvent là. Oui, la fibroscopie, ça nous permet de localiser concrètement là où ça se trouve. Parce que si vous devez passer à une opération, il faut bien qu'on sache là où ça se trouve précisément pour pouvoir ôter. On peut ôter, on peut circonscrire l'endroit de la plaie et pouvoir l'ôter. Ça se fait. Les gastros, c'est les gastros qui sont des spécialistes dans ce domaine-là. Donc, ça se soigne. En ce moment-là, on va vous prescrire des médicaments. Non seulement, un, pour diminuer le taux d'acidité. Deux, pour tuer cette bactérie. Tant qu'on ne tue pas cette bactérie, vous ne pourrez jamais être soulagé. Ça, c'est ce qu'il faut retenir pour le cas du cerf et non pour le cas du mal d'estomac. Et cette bactérie, elle est souvent unique ou alors c'est plusieurs bactéries? Il y a plusieurs souches. Plusieurs souches. Il y a plusieurs souches. Et quand vous dites les tuer, c'est les enlever tous, les tuer tous. Oui, mais pas les médicaments qui vont détruire dans l'organisme. Totalement. Mais il y a un examen de sérologie qu'on fait. Qu'on fait H. pylori. Ça existe. On appelle ça la H. pylori, qui permet justement de pouvoir savoir si vous avez cette bactérie ou pas. A priori, quand vous arrivez déjà à l'hôpital et que vous pleurez les problèmes gastriques,
le médecin, d'une manière ou d'une autre, vous prescrit cet examen pour s'assurer que, en dehors de ce problème de mal d'estomac dont vous souffrez, est-ce que vous ne possédez pas cette batterie? Larry, expliquons, ne serait-il pas mieux d'expliquer aux téléspectateurs que quand l'examen qu'on dit sérologie là, quand quelqu'un va aller voir positif, moi je me souviens avoir fait cet examen de H. pylori là, et il s'est avéré que c'était positif. Et moi quand j'ai vu sérologie, je n'ai pas lu l'autre qui était à côté, qui suit. J'ai vu positif. J'ai dit que ça y est, c'est VIH. C'est positif. Voilà. Tu as voulu dire merci, chauffeur. C'était positif. Merci, docteur. Tu vas dire merci, docteur, comment quand tu vois sérologie? Quand tu vois positif. Positif. Donc il a fallu. Donc tu commences à transpirer. Non, je ne transpire pas. Mon cœur a fait boum. Oui, mais c'est ça la peur. La peur. Oui. Et ce que j'ai fait, j'ai demandé au médecin que expliquez sérologie si c'est quoi. C'est là où il m'a expliqué que non, c'est un test qu'on fait pour l'ulcère, en fait pour l'estomac. Et moi j'étais ignorante et c'est là où j'ai appris qu'on fait une sérologie H. pylori. Et c'est là où je découvre que c'est positif. J'ai dit, ah d'accord, ça me rassure. Parce que l'autre là, je ne comprenais pas. Donc c'est souvent bien d'expliquer aussi. Parce qu'il y a des gens, quand on va dire sérologie, ils auront peur d'aller faire cet examen. Je voudrais embrayer justement ce que vous venez de dire. Vous allez constater qu'aujourd'hui, dans les dossiers, ça veut dire qu'à l'hôpital, vous voyez, on n'écrit plus sur les dossiers HIV. Parce qu'en principe, c'est lié au secret médical. Parce que si on écrit dans votre carnet, a priori, si je prends votre carnet, mais grâce, je saurais que HIV, ça veut dire qu'elle a certainement le sida. Si on a mis positif devant, aujourd'hui, il y a des codes. Il y a plusieurs codes. On peut mettre SM, on peut mettre LAF, ça veut dire VIH-Sida, en principe. Donc, il y a plusieurs codes. Et là, c'est vrai, avant, quand on mettait sérologie, en réalité, quand on trouvait sérologie, beaucoup pensaient déjà que c'était le VIH. Oui. Mais il y a toujours, après sérologie, un mot qui accompagne. Donc, sérologie H. pylori. Moi, dans ma tête, j'ai pensé que c'est une forme de VIH-Sida. Non. Donc, c'est important qu'on puisse le savoir. Et comme je disais tantôt, H. pylori. Et il faut dire que même des enfants en possèdent. Non, mais c'est ce qu'il faut rappeler. Parce que je dis même des enfants. Je dis bien, je précise encore, même des enfants en possèdent. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, quand nous l'avons déjà, nous pouvons transmettre à partir des salives à notre bébé. Pas des baisers. C'est ce qu'il faut comprendre. Et la seule chose qui arrive jusqu'ici, l'ulcère là, les sérologies, H. pylori là, voilà. On transfère ça aux enfants. Wow. Nous l'avons. Alors, la seule chose qui fait que chez l'enfant, jusqu'à là, il continue à vivre avec sans être inquiété, c'est quoi? C'est tout simplement parce que parmi les facteurs aggravants, l'enfant n'est pas encore sujet. C'est-à-dire l'enfant ne commence pas à boire l'alcool, l'enfant ne fume pas encore, mais une fois que l'enfant traverse l'âge d'adolescence, adulte, il commence à tirer un bâton de cigarette, il commence à boire du il y a les enfants à la maison à qui on donne la bière. Ça, c'est fini. Bon, ce n'est pas ce fond-là, Cavino. Alors là, en ce moment-là, mais grâce, ce H. pylori devient problème. Mais je voulais déjà le signaler, il y a des enfants qui peuvent déjà faire, à l'âge justement adolescent, enfants qui peuvent faire déjà des problèmes d'estomac. Ça, il faut le savoir. Et là, vous allez constater que l'enfant est toujours en train de pleurer. L'enfant, vous lui donnez à manger, il refuse de manger. Et certaines femmes confondent déjà, ils disent non, c'est l'enfant, c'est Thomas des rouges fesses. Les rouges fesses qui lui font pleurer. D'autres disent que la dent pousse. Voilà, d'autres disent que la dent pousse. Voilà pourquoi le conseil que je donne souvent, c'est que quand on a un bébé qui pleure trop, franchement, il faut faire consulter. Amener l'enfant chez le pédiatre. Parce que ça peut cacher beaucoup de choses. Et ça, je voudrais vraiment souhaiter les condoléances à cette cousine à moi qui, justement, c'est presque la même chose qui s'est manifestée. Elle a fait un enfant après 3 semaines. Justement, tellement l'enfant pleurait, ils ont justement pensé que ça pouvait être les rouges fesses. Et pour finir, l'enfant, justement, s'en est allé. Quand on est arrivé à l'hôpital, on s'est rendu compte que l'enfant, justement, avait un problème au niveau de l'intestin. Parce que l'enfant faisait du sang. Donc on peut imaginer un peu de tout. Donc vous comprenez. Tout à l'heure, vous avez parlé de... Et on donnait justement les remèdes parce qu'ils ont dit que non, il y a maman Douala qui soigne et ainsi de suite. On donnait, vraiment pour finir, elle a perdu son enfant.
qui était son premier bébé. Aïe. Donc vraiment ça, j'interpelle toutes ces femmes-là. Non, l'état des enfants sont assez fragiles. Il vaut mieux toujours amener l'enfant chez le pédiatre. Arrêtons de faire l'automédication, même parce que même l'astuce des grands-mères, même les secrets de grand-mère, c'est aussi une forme d'automédication. Ce n'est pas toujours dit que ça soigne. Ça ne peut que soigner si on connaît réellement de quoi il s'agit. Ne faisons pas l'automédication parce qu'on dit que secret de grand-mère, forcément ça... Non, il faut faire très attention. Voilà. On s'est mis à donner des plantes à l'enfant et tout. Le temps d'arriver à l'hôpital, on s'est rendu compte que l'enfant avait un problème. Et comme les mamans disent, Peut-être moi, les de médicaments piger l'enfant. traditionnels ont joué sur son... On peut peut-être même aggraver. aggraver la situation. De toutes les façons, même à l'hôpital, on meurt. Je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Oui, même à l'hôpital, avec tous les remèdes de la pharmacie du blanc, on peut. C'est-à-dire, elle est partie acheter les remèdes à la pharmacie et elle avait donné, même comme ça, l'enfant est mort. Donc, anyway. Tout à l'heure, vous avez parlé C'est Dieu qui nous protège. Tout à l'heure, vous avez parlé des opérations. Lorsqu'on a un ulcère, à quel moment est-ce qu'on doit faire recours à l'opération? Quand vous saignez déjà, quand vous faites l'hémorragie, Ah, d'accord. Et quand vous faites déjà l'hémorragie, ou bien encore, si après la fibroscopie, on s'est rendu compte que vous faites une péritonite, c'est-à-dire une inflammation interne au niveau de la paroi de l'abdomen, forcément vous devez passer à la chirurgie. Donc, avec une perforation. Hey. Une perforation, c'est-à-dire, vous voyez la passoire, c'est comme ça que ça se présente. Il faut faire très attention. Parce qu'on peut aller jusqu'à faire une greffe. Au niveau, puisque j'ai dit, il faudra savoir là où ça se situe, bien évidemment. Ça peut être au niveau du gros intestin, ça peut être au niveau de l'intestin grêle, donc de petit, non loin du rectum. Donc là, il faut du savoir. Et là, en ce moment, on peut greffer ou on peut sectionner, ça dépend. Mais quand on fait déjà une hémorragie, forcément, Opération. il faut passer à l'opération. Bon, là, vous avez déjà donné les aliments à éviter, à ne pas manger lorsqu'on a l'ulcère. Vous avez commencé par donner. Oui, il y a le vinaigre. Ça, ce que je voudrais citer, c'est qu'il y a plusieurs types de vinaigre. Et l'un des vinaigres phares qui permet justement, qui entretient, qui joue le rôle tampon en ce qui concerne les problèmes gastriques, nous avons le vinaigre de cidre. Je voudrais bien le préciser. Et non le vinaigre d'alcool. Donc, ce Nous avons le vinaigre vinaigre d'alcool, nous avons le vinaigre balsamique. Et parce que c'est important de le savoir. Parce que quand on dit, il faut prendre le vinaigre quand vous avez un problème gastrique, a priori, les gens peuvent boire le vinaigre d'alcool. Non. À chaque vinaigre, un rôle bien précis. Ça, c'est important de le savoir. Le vinaigre de cidre joue un rôle tampon. Ça équilibre l'acidité dans notre organisme. Ça, c'est important de le savoir. Il y a les pommes de France. Nous avons du chou. Déjà que dans le vinaigre du cidre, il y a les pommes. Voilà, le vinaigre, c'est le cidre, c'est le jus de pomme. Le jus de pomme extrait en d'autres termes, voilà, en d'autres c'est ça. termes. C'est ça. Oui. Donc du chou, les épinards, qui jouent un rôle alcalin, qui permet justement de diminuer le taux d'acidité. Ça, c'est important. La carotte aussi. Ça, il faut le mentionner. Mais pas de tomate. La tomate est acide, il faut le savoir. La viande rouge est acide. Charcuterie, tout ça est acide. Le sucre, pire encore le sucre. Pourquoi donc on demande de manger la tomate quand on fait une crise d'estomac? Non, ça c'est une erreur. Qui demande? Je peux vous le dire là, sur le plateau, manger la tomate quand vous faites une crise, ça c'est contre-indiqué. Ça, c'est ce que les gens n'ont pas compris. Même du lait, je voudrais préciser encore, même du lait entier. Il y a des gens qui prennent du lait quand ils ont des problèmes, ça soulage. Mais sachez que pendant que ça vous soulage, ça complique. On ne prend pas du lait parce que c'est lourd, le mucus est lourd. On a besoin a priori de quelque chose de léger. Et le lait, en principe, est acide. Comme je l'ai dit tantôt, il faudrait éviter tous les aliments qui favorisent encore davantage l'inflammation. C'est ce qui Ou alors l'acidité. Ou l'acidité. Donc tout ce qui est charcuterie, boissons gazeuses, l'alcool, la cigarette, c'est ce qu'il faudrait éviter. Est-ce qu'après avoir traité une ulcère ou alors un mal d'estomac, la maladie peut revenir encore? Oui. Mais Kavino, si on vous opère aujourd'hui pour suite d'ulcère et qu'après 3 mois, 4 mois, vous vous jetez encore dans la boisson et que vous contractez encore cette H. pylori, mais vous revenez au point de départ. Elle est récidive. On dit récidive, ça c'est justement le mot. Vous revenez au point de départ. Il n'y a pas de vaccin. C'est comme quelqu'un. Non, il n'y a pas de vaccin contre la H. pylori. C'est comme quelqu'un qui a fait la typhoïde. Il y a des gens, vous savez, qui ont déjà un abdomen assez sensible, qui à chaque fois la typhoïde. Ils vont même vous dire que ma typhoïde là ne finit jamais. Comme si les médicaments, on ne le soignait pas. Non. C'est juste que les conduites à tenir ne sont pas respectées.
il arrive à les balayer, mais il se recontamine après. Après 2 jours ou 3 jours. C'est tout simplement. Donc, c'est une question d'hygiène. C'est une question d'hygiène. Donc il y a des gens qui criaient ici un temps que oh, ne vous embrassez pas parce que vous allez attraper les hépatites. Oh. Donc normalement il y a la H pylori aussi en s'embrassant. Bien sûr, pas les baisers, ça je le dis encore. La preuve, c'est ce qu'il a dit pour qu'on donne ça aussi aux enfants. Aux enfants, parce qu'on donne les bisous, on fait tellement des bisous Même les aux copains, enfants. copines là, tu peux attraper la H pylori. Il y a les filles là qui ne se brossent pas bien. H. pylori, c'est l'ulcère, hein, Calvino. Est-ce que c'est un problème? C'est la bactérie d'abord même. C'est un problème c'est l'ulcère, c'est l'ulcère. On parle de l'ulcère. Non, La je parle de la bactérie. Déjà. La sérologie H. pylori, c'est pour voir si tu as l'ulcère, un ulcère gastrique, avec la présence de ces bactéries. C'est ça qui favorise. C'est ça qui favorise. Et quand tu es positif, donc ce n'est pas que... Cette bactérie qui se transmet quand tu embrasses aussi on le ton trouve enfant. dans les salives. Dans les salives. Dans la salive, Voilà. oui. Dans les selles aussi. C'est ça que Dans je les parle. selles. Voilà. C'est ce qu'il faut savoir. Donc quand on fait l'examen là, je crois que c'est pour aller voir ça. Oui. Et si on est révélé positif, On vous prescrit des on vous antibiotiques. prescrit des antibiotiques. Voilà. Pour commencer déjà à guérir de cette bactérie. Et il y a une alimentation que vous devez observer pour éviter toujours d'étouffer. Donc justement, quels sont les aliments, c'est la question qui me venait dans la tête, à éviter quand on se retrouve là dans la situation? Dans l'ulcère. Oui. Quand on est déjà dans l'ulcère, il faut adopter un régime méditerranéen, c'est-à-dire manger beaucoup plus de fruits et légumes. Et ce qu'il faudrait éviter, c'est tout ce qui est gras, c'est-à-dire la viande rouge, du lait, comme j'ai dit tout à l'heure, éviter les épices, Sucre. éviter le sucre, justement parce que le sucre est gras. Le sucre, valeur ajoutée. Les ce qu'on macabo, ajoute là. plancton. Voilà. Non, en ce qui concerne les féculents, la seule chose qu'on vous demande, c'est de manger léger et de bien mastiquer. On a besoin de manger les féculents, mais il faut bien les mastiquer. Si vous avalez un morceau de macabo, c'est très dangereux parce que cela risque d'étouffer votre plaie, votre lésion, et là, ça ne va pas contribuer à une guérison rapide. Donc, bien mastiquer et beaucoup s'hydrater, c'est important de boire beaucoup d'eau, ça c'est important, parce que les organes ont besoin d'eau. Donc, éviter également des boissons gazeuses, qui favorisent aussi, parce que là également, ça étouffe la blessure, ça favorise l'irritation au niveau des parois. Wow. Et des médicaments. Ça, j'insiste encore là-dessus, des médicaments, parce que nous avons plusieurs façons de prendre des médicaments. Parfois, c'est vrai. Le conseil que j'ai l'habitude de donner, c'est que un comprimé, normalement, est équivalent à 200 ml d'eau. Mais il y a des gens qui prennent un comprimé avec une gorgée d'eau. Oui. Seulement, et ils disent que non, ça va. C'est bon. Non, c'est 200 ml. Vous comprenez, c'est presque un verre pour un comprimé. Alors, imaginez si vous avez 8 comprimés à prendre. Vous prenez avec un gorgée. Il vous faut une bouteille d'eau. Ben, voilà. Donc, imaginez, donc, ça ne vous aide pas si vous avez déjà un problème ussureux. Ça ne vous aide pas. Voilà pourquoi, généralement, on vous prescrit des packs, c'est-à-dire en sirop, parce que nous avons des pansements acides en sirop, à sucer. Bien évidemment, c'est justement pour prévenir, pour éviter encore... Qu'on ne prenne les comprimés qui vont blesser, mais plutôt encore irriter davantage. Justement. Wow. Aïe, aïe, aïe. Mais il ne faut pas souhaiter l'avoir, tout compte fait. Et c'est vrai que en dehors j'ai oublié de parler de ces facteurs-là, généralement pour ceux qui ont le poids, avec le mal d'estomac et le problème ussureux, c'est très grave. C'est très grave, pourquoi? Parce qu'il y a l'accumulation de graisse au niveau de l'abdomen et qui va jusqu'au niveau de la poitrine, surtout pour ceux qui ont ce qu'on appelle un bidon. Donc c'est très dangereux. Il faudra vraiment, c'est un facteur à risque. Quand vous êtes déjà obèse, vous avez un surcharge et que vous êtes ussureux, non? Même les secrets de grand-mère, il faut l'éviter, il faut aller à l'hôpital. Parce qu'il faut combattre non seulement déjà. Et l'une des complications que j'ai oubliées, c'est que ça a été révélé que tous ceux qui ont les H. pylori peuvent faire une infarctus de myocarde. Voilà. C'est important de le savoir. Infarctus de quoi là? Myocarde. Ça veut La dire... membrane du cœur, le muscle cardiaque. Oui, ça a été révélé. Donc c'est les complications. Les complications de H. pylori, quand vous avez la présence de cette bactérie-là, ça va affaiblir. Puisque ça prolifère, c'est comme si ça marchait, comme ceux qui ont des amibes et tout. Et là, ça va fragiliser justement le muscle. L'estomac. Le muscle cardiaque. Oh Seigneur.
Seigneur, En tout cas, protège-nous. merci. Quand Je Je ne voudrais pas j'entends parler ça, comme moi, je Cela suis- qui dit que je c'est Dieu suis- qui nous... Je suis coréen. Je ne voudrais pas parler comme vous. Mais le problème, c'est que je crois que ce que nous avons à faire, c'est de bien prendre soin de nous. Ça, c'est important. Et on le dit bien, la parole de Dieu le dit. Notre corps est le temple Du Saint-Esprit. du Saint-Esprit. Je crois que aussi nous savons prendre soin de notre véhicule. Nous devons aussi apprendre à bien prendre soin de notre corps. Ça, c'est important. Absolument. En tout cas, merci beaucoup, Larry, pour ce matin. Un peu effrayant, c'était. Ah ouais, parce que, attends. mais en tout cas, on ne souhaite pas, même à notre pire ennemi, on ne souhaite pas ça. Merci, Larry. Merci également à vous. Merci. On se retrouve demain. Ouais. Mercredi, Demain. on va Merci, continuer Larry. encore nos cours. Avec nous, oui, nos cours Bien avec sûr. la dame. Voilà. Donc, portez-vous bien. Ciao. Prenez soin de vous. Mouah. Go, 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 go.